Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Bonsoir Vincent. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors le thème de ce soir c'est l'estime de soi. Alors l'estime de soi, confiance en soi, l'affirmation de soi. Bref, il y a plein de mots autour de l'estime de soi. On a préféré simplement marquer l'estime de soi dans le titre pour aller au plus simple. Mais heureusement Vincent va prendre le temps aussi de nous parler des différences qu'il va y avoir entre ces différentes... beaucoup de différences. Différents concepts. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent, alors le NeuroLive, donc c'est un temps où il y a un professionnel qui gentiment, chaleureusement prend le temps de nous parler d'un thème, d'une thématique. Et du coup, donc vous pouvez interagir en direct. Si jamais vous n'avez pas le temps de poser vos questions là directement en live, de toute façon la vidéo elle est postée sur Facebook. Vous pouvez très bien laisser vos commentaires et vos questions en commentaire et puis on prendra le temps d'y répondre. En tout cas on fera du mieux qu'on pourra pour répondre à toutes les questions. On fait une petite présentation et puis après on lance le sujet. Je t'en prie. Donc Vincent Tribou, je suis psychologue clinicien. Je fais majoritairement de la thérapie comportementale et cognitive, ACT, pleine conscience, thérapie des schémas. Et oui, c'est majoritairement adolescents et adultes, psychiatrie, donc psychiatrie plutôt lourde, même si c'est un cabinet libéral. Tu entends la ventilation là? Ouais, mais je sais pas s'ils entendent, je pense pas qu'ils entendent. Est-ce que vous entendez la ventilation là? Première question. Ouais. Ça on la coupera à la limite. Exactement, on crèvera chaud. Après c'est la PS4. C'est la PS4. Vincent avait déjà fait un NeuroLive sur l'anxiété sociale. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo sur le groupe NeuroLive. Donc la vidéo sur l'anxiété sociale c'était aussi avec Vincent. Et c'était une vidéo extrêmement intéressante. Donc n'hésitez pas à re-regarder la vidéo et à partager. Pareil d'ailleurs pour ce soir. Donc on entend la ventilation, Mélanie? Je sais pas si on entend la ventilation. Parce que c'est un drame, hein. On va rester au moins 20 minutes sur ça. On va faire un doodle. Est-ce qu'on entend la ventilation? Ben non, on peut commencer, puis si jamais en fait il y a quoi que ce soit, ils le diront. Du coup, ce que je disais, n'hésitez pas encore une fois en fait à partager la vidéo. Le but du jeu c'est que ça puisse être utile à un maximum de personnes, que ce soit les familles, les professionnels qui cherchent éventuellement à poser des questions, à interagir avec d'autres familles, avec des professionnels. Bref, on est à fond dans le partage de connaissances et d'expériences. Donc partagez un maximum. Et puis au moins comme ça, puis comme ça tout le monde est content. C'est quoi le plan pour ce soir? Ce qui est bien en fait avec Vincent, c'est qu'on prépare rien. En tout cas tous les deux on n'échange pas avant la vidéo. Est-ce qu'il y a un plan pour ce soir? Moi je pensais déjà définir les différents concepts. Okay. Estime de soi, confiance en soi, amour propre, affirmation de soi, parce que c'est des mots qu'on voit souvent autant dans internet que sur les blogs ou les sites internet des psys. Petit 2, qu'est-ce qui converge au problème d'estime de soi? Pourquoi on en arrive à ça? Et après, les solutions thérapeutiques. Parfait. Excellent. Du coup, c'est parti. Tu poses les questions, faut que tu bosses. Alors, c'est quoi la différence entre estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi et autres concepts? Alors, on va déjà commencer par la confiance en soi. La confiance en soi, la définition, c'est est-ce qu'on pense qu'on a des capacités? C'est la croyance qu'on a des capacités qui nous permettent de réussir notre vie. Capacité à travailler, capacité à réussir un travail, capacité à conduire une voiture, capacité à draguer. Donc, c'est est-ce que j'ai des compétences? L'amour de soi, c'est est-ce que j'ai un regard bienveillant sur moi-même? Est-ce que j'ai une certaine tendresse pour moi-même ou est-ce que je suis plutôt dans la haine de moi-même? Comme disent certains patients, j'aurais préféré ne jamais me croiser. Ça, c'est un très bon indicateur qu'il n'y a pas du tout d'amour pour soi-même. L'amour propre, c'est plus une question d'ego, de fierté, de dignité. Et l'estime de soi, ça va être un petit peu tout ça. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est la combinaison de la confiance en soi. Est-ce que je pense que j'ai des compétences pour réussir ma vie? Et de l'autre côté, le regard bienveillant sur moi, donc l'amour de soi. Après, il va y avoir aussi d'autres composantes, il y a des auteurs qui trouvent qu'il y a d'autres composantes. Mais l'estime de soi est construite déjà sur confiance en soi et amour de soi. Est-ce que ces différents concepts sont propres à tous les âges? Ça peut autant toucher les enfants que les adultes? Oui, clairement, parce que ces concepts, si tu préfères, ce sont des facettes différentes. La notion de compétence, c'est pas la notion d'amour de soi. Le fait que tu t'aimes bien parce que tu te dis que tu as de la valeur, c'est pas forcément parce que tu te sens compétent.
Tu as des gens qui se savent compétents mais qui n'ont pas forcément une très bonne opinion d'eux-mêmes. Maintenant, si on devait un peu plus rentrer dans la notion d'estime de soi, quelqu'un qui a une bonne estime de soi, donc vous avez un curseur, il y a l'estime de soi, la bonne estime de soi, la très haute opinion de soi-même, donc c'est plus mégalo, et puis en dessous il y a la mauvaise estime de soi. Nous on va bien évidemment parler de la mauvaise estime de soi puisqu'on est sur un neurolive, donc on est plutôt sur des gens qui vont pas bien. Mais si on devait parler de la bonne estime de soi, la bonne estime de soi c'est quelqu'un qui sait qu'il est capable de réussir, donc quand on lui donne un projet il ne voit pas pourquoi il échouerait. C'est quelqu'un qui sait qu'il a les moyens, c'est qu'il s'est dit j'ai les compétences, j'ai les diplômes, je suis intelligent, je suis capable de rebondir, je sais résoudre des problèmes. C'est quelqu'un qui est capable d'une certaine flexibilité, c'est-à-dire qu'il est capable de défendre ses opinions et il est capable en même temps d'être un peu flexible, c'est-à-dire de tolérer qu'il puisse avoir tort. Alors quelqu'un qui aurait une mauvaise estime de soi, soit il aura tendance à être un peu suiveur, c'est-à-dire à suivre les autres, à être un peu soumis, ou alors justement de se mettre extrêmement en colère parce que la moindre critique, ça touche au niveau de la fierté. Quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, il aura tendance à très vite remonter sur le cheval quand il tombe. Il va partir du principe qu'un échec, c'est normal. Et qu'on est forcément condamné pour réussir à démultiplier les échecs. Quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même va partir du principe qu'il va forcément échouer. Donc il va peut-être potentiellement ne pas faire les choses. Ne pas se présenter à un entretien d'embauche, ne pas se lancer dans des études. Quand il y a un échec, il a beaucoup de mal à remonter, puisque c'est une atteinte directement au cœur. Qui ne fera que valider l'opinion qu'il avait de lui-même. Et quelqu'un qui a une très très forte estime de lui-même, c'est toujours très intéressant les personnes qui ont une trop forte estime d'eux-mêmes. Est-ce que c'est plutôt bien ou est-ce qu'on est vraiment sur des gens qui ont un comportement de façade? C'est que derrière ce côté très prétentieux et très arrogant, donc les personnalités narcissiques, généralement dans la théorie, et c'est ce qu'on voit chez les grands auteurs et c'est ce qu'on voit aussi dans nos pratiques, c'est qu'il y a un gros sentiment d'imperfection qui est compensé par une façade extrêmement narcissique. Donc il y a un gros problème d'estime de soi derrière. Alors justement, est-ce qu'on peut réellement évaluer le vrai niveau d'estime de soi? Il y a des échelles que tous les psys ont appris à l'université, qui sont des échelles où tu vas coter, je ne sais plus si c'est de 0 à 4 ou de 1 à 5, parce que longtemps je n'ai pas utilisé, et qui a été standardisé par rapport à la population générale. C'est sûr que quand tu reçois quelqu'un qui souffre de dépression ou d'anxiété, tu peux t'attendre à ce que l'estime de soi soit relativement basse. Est-ce qu'on va avoir des très très fortes estimes de soi? Oui, avec des patients qui potentiellement sont narcissiques, on va le voir. Mais un patient qui est narcissique, tu vas très très vite te rendre compte dans la discussion avec lui parce qu'il va avoir tendance à te faire comprendre que tu devrais être honoré qu'il vienne te consulter. Mais on en a peu finalement, parce que le neurolife d'aujourd'hui, je pense, c'était un peu ton idée aussi, et les gens qui nous regardent, c'est surtout ça qui les intéresse, c'est le problème d'estime de soi et de confiance en soi, surtout des enfants et des adolescents, parce que ça va leur pourrir leur scolarité. Alors dans l'autre sens, est-ce qu'on peut en fait, parce que du coup effectivement, on peut faire soi-disant, laisser croire aux gens qu'on a une énorme estime de soi, alors qu'en fait pour de vrai c'est pas vrai, on est vraiment au plus bas parce que justement en fait on veut vraiment aller vers la perfection. Est-ce que dans l'autre sens, est-ce qu'on pourrait avoir pensé qu'en gros on a une faible estime de soi, alors qu'en fait au final non, ça va. C'est pas ça qui pose problème, c'est éventuellement autre chose qui pourrait poser problème. Non, c'est pas possible. C'est pas C'est possible. pas possible parce que à partir du moment où tu as une mauvaise estime de toi-même, ou alors ça voudrait dire que tu as une bonne estime de toi, mais tu crois que tu en as une mauvaise. Oui. Non. Non, parce que c'est vraiment un indicateur. C'est comme si je te disais, est-ce que là tu as chaud ou tu as froid? Mais tu peux pas sentir que tu as chaud alors fondamentalement tu as froid. C'est vraiment quelque chose qui est très émotionnel. L'estime de soi, c'est pas quelque chose qui est intellectuel. Il y a des gens qui vous diront, et c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, faites la liste de toutes vos qualités et tous vos défauts. Ah, vous voyez, vous avez plein de qualités. Bon, vous allez avoir les gens que vous aimez, vous allez voir vos amis, ils vont faire la liste de vos qualités, vos défauts. Ah, vous voyez, il y a plein de gens qui trouvent que vous êtes compétent. Ça, c'est bien gentil, c'est un peu bullshit, mais le problème, c'est que les gens vont dire, ah super, les gens ont une très bonne opinion de moi-même, mais ça ne change pas que j'ai une très mauvaise opinion de moi-même. Donc cette approche intellectuelle des listes pour et contre n'a jamais permis à un patient d'aller mieux. Et un patient qui a une faible estime de lui-même, il peut avoir son bac, il peut faire des hautes études, il peut avoir un très beau travail, et dire que finalement, ça a été un énorme coup de chance. Que peut-être même si on le connaissait réellement, on ne l'apprécierait pas, qu'il est un peu usurpateur. D'accord. Donc en fait, tu peux compiler 1000 réussites et n'avoir aucun gain au niveau de la confiance en soi ou de l'estime de soi. Voilà, il y a les premières questions. On peut directement en fait, reprendre les questions. Alors pour un enfant qui n'a pas confiance en lui, comment joue la fatigabilité et comment ménager cette fatigabilité pour faire évoluer au mieux la confiance en soi d'un enfant? Le problème de la fatigabilité, on fatigue, on n'est pas concentré, on a des problèmes d'attention, donc on a des mauvais résultats scolaires.
À chaque fois qu'on va travailler, à chaque fois qu'on prend des notes en cours, qu'on fait les devoirs, qu'on fait des devoirs sur table, systématiquement c'est compliqué. À la fin on arrive dans une spirale où le gamin, quoi qu'il fasse, de toute façon il aura des mauvaises notes. Donc il a un apprentissage pendant des années, qu'il est un nul. Même quand il travaille, ça marche pas. Même quand il essaye, ça marche pas. Donc là, je sais pas si la dame parlait de tout ce qui est TDAH et compagnie, mais la fatigabilité, on peut être fatigué et ne pas avoir de problème de concentration, hein. Là, on est sur une fatigabilité qui rentre dans un trouble où je pense qu'il y a un vrai déficit de l'attention, mais le gamin, il va commencer à se forger une très mauvaise estime de soi de par son parcours scolaire. De toute façon, tu le vois ça tous les jours, hein, avec les phobies scolaires et autres, où le gamin a été complètement détruit par une scolarité qui n'a pas pris en compte qu'il avait une pathologie. Quand on dit qu'en fait au final, pardon, c'est que l'enfant en fait finit par mettre lui-même des bâtons dans les roues, en fait c'est ça, c'est qu'au final de lui-même il se dira ouais, ça sert à rien, j'y arriverai pas. Et je pense que s'il y a une forte fatigabilité, il est aussi relativement impulsif dans sa façon de travailler, il va lire 2 fois un exercice de maths, il comprend pas, il abandonne. Mais il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est les enfants au potentiel, qui ont tellement de compétences qu'ils n'ont jamais vraiment appris à travailler. Donc à l'école primaire et au collège ça va, ils arrivent au lycée, ils n'ont jamais développé vraiment de persévérance dans le travail, et ils abandonnent, ils s'effondrent totalement au lycée parce qu'ils n'ont jamais été appris à travailler. Et là, tu peux avoir des ruptures totales au niveau estime de soi qui vont arriver un peu tardivement. Ça, et puis bah, de toute façon, oui, tous les enfants aussi qui sont dans la dévalorisation. C'est que quand bien même, en fait, ils vont faire des choses qui peuvent être complexes, dès qu'on leur dit, mais bravo, t'as réussi à faire ça, ils vont se dire, oui, mais ça, de toute façon, tout le monde sait le faire, ça, c'était pas difficile. Et puis tous les enfants 10 aussi, hein, qui de toute façon, quoi qu'ils fassent, systématiquement se feront chambrer ou Donc tout ça, en fait, finalement, donc, ça montre à quel point il faut vraiment faire attention au niveau d'estime de soi. Ce que tu disais, c'est qu'en fait, en gros, on peut pas tricher sur une faible estime de soi, c'est que de quoi qu'il en soit, si l'enfant a une faible estime de lui-même, c'est qu'il y a quelque chose et tout qui ne va pas. Enfin, enfant ou adulte, d'ailleurs. Après, ceci dit, si tu demandes à quelqu'un dans la rue est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même, je pense que personne ne se lève le matin en disant ah, j'ai une super estime de moi-même. Ce qui est intéressant pour nous, c'est à quel moment ça devient un handicap. Quelqu'un qui dit bon, je m'aime bien, mais je sais que je suis pas non plus ni Brad Pitt ni Bill Gates. Bon, est-ce qu'il a un déficit d'estime de soi? Est-ce qu'il a une certaine forme d'humilité qui peut être très culturelle aussi? À partir du moment où il n'a pas de handicap derrière, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'évitement et il n'est pas dans le sabotage, à la limite, on s'en moque un peu, qu'il n'ait pas une très bonne opinion de lui-même, du moins qu'il n'ait pas une bonne opinion de lui-même. Mais l'humilité est quand même quelque chose qui peut être, sur un facteur culturel, peut brouiller un peu les pistes. Donc nous, on reste sur est-ce qu'il y a un handicap derrière? S'il n'y a pas de handicap, c'est pas intéressant pour nous. Et c'est pas intéressant non plus pour le patient. Tout en sachant que justement, exactement, il y a l'estime. Alors on n'est pas obligé d'avoir d'autres particularités pour après derrière avoir une faible estime de soi, mais parfois le fait d'avoir d'autres particularités amène à une faible estime de soi. Okay. Alors est-ce qu'on présente le très joli PowerPoint? Et oui, parce que j'ai travaillé pour vous. C'est le bon moment là. J'ai travaillé pour vous. Alors je me suis dit, quand on a discuté... ton visage brille, c'est extraordinaire. Je vous ai compris. Quand on a discuté toi et moi au restaurant de l'estime de soi, je me suis dit comment on va présenter cette histoire de l'estime de soi. Je vais le présenter de la façon dont moi je travaille. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient en me disant j'ai pas confiance en moi, j'ai des problèmes d'estime de soi, je me sabote, je suis le roi pour ne pas demander une augmentation de salaire, je suis le roi pour ne pas me présenter à un concours, on va pas commencer directement la thérapie pour une simple raison, c'est que le problème d'estime de soi, il peut venir de tout et n'importe quoi. L'estime de soi, c'est la conséquence d'un problème. Donc il y a un problème multiple qui va entraîner qu'il y a un problème d'estime de soi. Donc quand vous recevez quelqu'un qui a un souci d'estime de soi, si vous n'avez pas identifié le pourquoi il a un problème d'estime de soi, il y a tout qui s'effondre. Donc du coup, on va commencer par ça, le problème d'estime de soi. En plus, Vincent a été super sympa, c'est qu'il a mis le diapo à l'envers. Oui, du coup, parce qu'on voit rien sinon. Pour que vous, du coup, ça puissiez lire à l'endroit. L'estime de soi, c'est la conséquence. On va avoir un premier critère qui va beaucoup jouer dans les problèmes d'estime de soi et de confiance en soi, c'est le problème de l'humeur. Quelqu'un qui souffre de dépression, que ce soit une très grosse dépression, que ce soit un fond mélancolique qu'on appelle la dysthymie, que ce soit un trouble bipolaire, il va forcément avoir une atteinte à l'estime de soi. Quand vous êtes déprimé, vous avez naturellement une atteinte à l'estime de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant chez certains patients qui viennent pour un problème d'estime de soi, de confiance en soi, d'angoisse d'abandon, de dépendance affective. C'est que tant que vous n'avez pas travaillé l'humeur et investigué l'humeur, ça ne sert à rien d'aller travailler l'estime de soi. Et là, je le voyais avec une patiente il y a quelques jours, selon les dosages, donc c'est une patiente qui est bipolaire, selon les dosages de thymorégulateur qu'elle a,
son estime de soi, sa confiance en soi ne font qu'augmenter. Elle n'est pas pour autant délirante ou maniaque, on est d'accord. Elle est passée par exemple de -8 de dépression à -4 de dépression, à -1 de dépression, à 0. Elle a une humeur qui est complètement stable. Depuis que son humeur est stable, elle a une bonne opinion d'elle-même. Et quand quelqu'un annule un rendez-vous, elle le prend bien. Donc elle, tant qu'on ne voit pas le problème d'humeur, on tape complètement à côté. Et ce qui était très intéressant, c'est que pour le coup, je vous fais ce magnifique PowerPoint, mais moi j'étais parti sur quelque chose de radicalement différent avec elle. Ça veut dire qu'à 2-3 rendez-vous près, je me serais embarqué dans une thérapie qui n'était pas du tout pertinente. On va avoir un deuxième problème qui va agir sur l'estime de soi, ce sont les évitements. Oh, mais c'est très gentil de ta part. Les évitements, qu'est-ce que j'entends par évitement? À partir du moment où vous vous entraînez pas et vous vous exposez pas, vous ne pouvez pas modifier l'opinion que vous avez de vous-même. Exemple, la semaine dernière, ça intéresse beaucoup les gens, j'étais en Italie. Et j'avais rencontré quelqu'un dans le train, bref, on a visité la ville ensemble. Et puis, en gros, alcoolique qu'on est, on a voulu boire des bières sur les marches en haut de la ville. Et moi, je sais pas ouvrir les bouteilles de bière avec un briquet, tu vois. Donc le mec, il essaie de m'expliquer comment avec ton briquet, tu ouvres la bouteille. Et en fait, 10 fois, il m'a expliqué, 10 fois j'ai essayé, 10 fois, j'ai pas réussi. Si on s'arrête sur ça, c'est qu'on évite le challenge, on évite l'apprentissage. J'enregistre dans mon cerveau que je suis infoutu d'ouvrir une bouteille de bière avec un briquet. Par contre, si on persiste, on sort de l'évitement, on va vers la confrontation, à force de travailler, mais c'est pareil pour apprendre à marcher, c'est pareil pour faire du vélo, c'est pareil pour la pratique d'un instrument de musique, quand vous vous entraînez, forcément vous réussissez. Et quand vous commencez à être compétent sur 1000 secteurs de votre vie, forcément l'estime de soi est bonne. Alors c'est pas forcément parce qu'on est compétent qu'on a une bonne estime de soi, c'est parce qu'on n'est pas dans une dynamique d'évitement. Quand on évite, le cerveau enregistre que si on évite, c'est qu'on est un nul. Donc l'évitement, c'est super dangereux si on veut travailler sur l'estime de soi. Et il y a beaucoup de patients, on va faire un immense listing de tous les problèmes d'évitement. Pardon. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, finalement, en fait, c'est ça. C'est que, alors, je vais parler de conscient, inconscient. Est-ce que c'est possible de inconsciemment en fait éviter une situation? Non, l'évitement, il est toujours conscient. C'est que soit tu as de l'anxiété, soit tu commences à avoir une petite voix qui te dit tu vas rater. Tu as une cognition, tu as une pensée ou une émotion et tu vas avoir un comportement volontaire d'évitement. Mais tu n'as pas d'évitement inconscient. Ensuite, la troisième facette qui va être importante pour nous, c'est la question d'autonomie. Alors ça peut être un peu étrange l'autonomie, mais il y a des gens, par exemple, je me rappelle d'une patiente il y a 1 an ou 2, sa mère me dit, mais vous savez, je ne sais pas comment ma fille peut aller mieux si déjà elle n'est pas foutue de prendre le métro toute seule. Et je me suis dit, oui, c'est un peu étonnant parce qu'elle a 20 ans. Sauf qu'elle ne prend pas le métro, elle a peur de se perdre dans la rue, elle ne sait pas faire la vaisselle, elle ne sait pas gérer un compte en banque. Pour une raison très simple, c'est que cette patiente, elle est malade depuis qu'elle est gamine. Donc, comme elle est malade, la priorité des parents, ça n'a pas été de lui expliquer un compte en banque et comment marche une machine à laver. Donc, si la personne n'est pas capable de gérer sa vie simplement sur des choses basiques, elle ne veut bien évidemment pas se projeter dans la complexité d'un concours, d'études ou quoi que ce soit. Si on ne sait pas gérer un compte en banque, on ne peut pas postuler un concours. Si tu ne sais pas prendre le métro, tu ne peux pas imaginer demain que tu vas jouer du Chopin. Donc quand on travaille sur l'autonomie, pareil, on va faire la liste de tout ce que la personne ne sait pas faire pour mettre un programme d'éducation avec les parents, où les parents vont leur apprendre demain, tu vas faire une machine à laver, tu vas apprendre à cuisiner, tu vas apprendre où est le compteur électrique, etc. Et à force de faire sauter les problèmes d'autonomie, forcément l'estime de soi elle remonte. Là pour l'instant on est d'accord qu'on est dans une approche hyper comportementale. C'est du comportemental. Ouais. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Pour le prochain rendez-vous, vous devez l'avoir fait. Ici on est beaucoup plus sur une approche qui peut être très chimique. On est souvent sur les troubles de l'humeur avec les médicaments. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, tu es obligé de te comparer. Finalement, l'estime de soi, c'est que tu te compares aux autres. Ouais, tout à fait. Il y a un mécanisme de comparaison sociale qui est absolument terrible, principalement chez les patients qui ont des troubles de l'humeur. Tout est inversé, c'est terrible. Ici, les patients dysthymiques, ils te diront que du matin jusqu'au soir, à chaque fois qu'ils croisent quelqu'un, c'est il est mieux que moi. Il est mieux habillé, il gagne mieux sa vie. Je suis sûr qu'il a plus de répartie. Et ça va creuser la dépression, parce que c'est toute la journée. Oui. Quand ton patient, tu lui dis faites gaffe, c'est un symptôme de la dépression, c'est pas un vrai mécanisme utile, il commence à s'en méfier et ça va quand même mieux. On a une quatrième facette, que je vois pas parce qu'il y a des commentaires au-dessus, qui est les carences affectives. Les carences affectives, c'est quoi? Je parlais tout à l'heure de l'amour de soi, c'est la capacité à poser un regard bienveillant sur soi-même. On pose un regard bienveillant sur nous parce que nos parents ont posé un regard bienveillant sur nous. C'est quelque chose qui s'est appris par miroir social.
Quand nos parents nous disent qu'on est gentil, qu'on est mignon, qu'ils nous font des câlins et compagnie, bah on enregistre que si les parents le disent, c'est qu'on le mérite. Par contre, quand on a des parents un peu compliqués, des parents qui sont malades, des parents qui sont exigeants, des parents qui sont froids, qui sont pas tactiles, le gamin il enregistre que si on le traite comme ça, c'est qu'il le mérite. Et ça va forger une mauvaise estime de soi. Et là, on atteint tout. On atteint le sentiment de compétence, donc la confiance en soi. On atteint le regard bienveillant sur soi-même. Et tu as des patients qui peuvent être dans une certaine haine d'eux-mêmes. Ceux qui se disent, si on a été désagréable avec moi, c'est que fondamentalement, je suis quelqu'un de dégueulasse à l'intérieur. C'est qu'il y a une partie de toi qui mérite la haine. Et ça, c'est sûrement l'un des critères les plus difficiles en thérapie. Oui, tu voulais dire? Et là, par contre, là, pour le coup, ça ne nécessite pas forcément une comparaison. Parce que là, c'est juste un sentiment finalement naturel de là, l'enfant tu sais, tu es avec les vraiment, parents. t'es vraiment dans une croyance. C'est que la personne a la conviction totale qu'elle n'a pas de valeur. C'est inscrit. Parce que ça a été tellement répété de l'ordre de l'attachement, tu sais, Bowlby, les bébés singes et tout. Ça a tellement été construit dans l'attachement que c'est comme ça que fonctionne le monde. Okay. 2 plus 2 est égal à 4, c'est comme ça, c'est dans leur tête. Moi, je leur dis souvent, chez vous, 2 plus 2 est égal à 5. Ça a été construit de toutes pièces, en fait. C'est pas quelque chose qui est rationnel, c'est très émotionnel. Après, on a les troubles anxieux. J'ai mis troubles anxieux, j'aurais pu mettre autre chose. On a les troubles anxieux, on a les troubles alimentaires, on a toutes les pathologies du 10, on a le TDAH. Ce sont toutes ces pathologies qui vont impacter l'estime de soi. La dernière fois, dans le NeuroLive, on avait parlé de la phobie sociale, de l'anxiété sociale. Quelqu'un qui est rouge écarlate à chaque fois qu'il est en face de quelqu'un, forcément, il y a une atteinte à l'estime de soi. Quelqu'un qui est en surpoids, forcément, plus la pression sociale et la grossophobie, le terme qui est apparu il y a quelques années, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une atteinte à l'estime de soi. Quelqu'un qui a des difficultés physiques, quelqu'un qui fait partie d'une minorité, quelqu'un qui a une différence économique, la famille est pauvre ou n'importe quoi, forcément il y a une atteinte à l'estime de soi. C'est obligé. Et le petit dernier, c'est le trauma et les critiques. Par trauma, j'entends pas forcément agression sexuelle, bien évidemment agression sexuelle, mais un trauma, ça peut être quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon, ça peut être un harcèlement, ça peut être, je pense à une patiente, un an entier de dévalorisation par un enseignant qui l'avait pris comme tête de turc et qui la faisait venir sur l'estrade volontairement tous les jours pour l'interroger, lui faire perdre ses moyens et l'humilier devant tout le monde. Une fois, ça peut être compliqué, mais un an de suite, là, ça l'a complètement foutu par terre. Et on voit bien chez elle que l'estime de soi est entièrement construite sur ce qui s'est passé avec ce prof. C'est-à-dire que quand je vais chercher un peu chez elle les carences affectives au niveau des parents, il n'y en a pas. Les parents sont hyper tendres. Par contre, le prof l'a massacré complètement. Et quelle que soit la façon dont je travaille avec elle, c'est systématiquement les souvenirs du prof qui reviennent. Est-ce que, alors tu vas avoir parmi ces différents, on peut appeler ça des facteurs qui jouent sur l'estime de soi. Tout à fait. Certains qui vont être plus forts que d'autres. Alors, ça dépend vraiment de chaque personne. Alors, les évitements et le manque d'autonomie auront une intensité plus faible que l'humeur, les carences affectives et les traumas. Parce que si quelqu'un a eu des parents super aimants, le regard des parents sur lui étant bon, il peut avoir une relativement bonne estime de lui-même et avoir des évitements, par exemple parce qu'il n'aime pas l'anxiété. Il te dira j'évite parce que j'aime pas l'anxiété, j'évite parce que j'ai pas envie d'échouer, mais il peut avoir une bonne opinion de lui-même. Donc tu as quand même l'humeur, les carences affectives et les traumas qui sont dévastateurs. Ceux-là, ils ont un impact, mais ils ont un impact carrément moins. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va comme ça? Je crois que c'est juste une question de... Voilà, bon. Magnifique. Après, ce qui est important, alors on va rentrer dans le second niveau de complexité. Là, c'est le deuxième volume de Game of Thrones. C'est que tout ça, ça peut se croiser. Et je savais pas faire des flèches sur PowerPoint avant. Alors là, du coup, moi je comprends rien à ce que j'ai marqué. J'ai marqué quoi? Quand vous avez une humeur dépressive, forcément, vous allez commencer à mettre en place des évitements. Je suis déprimé, j'ai des ruminations, j'ai pas envie de discuter avec les gens, j'ai pas envie que les gens voient que j'ai une mauvaise tête. Vous commencez à vous isoler socialement. Quand vous êtes déprimé, vous avez une bonne opinion de vous, bien évidemment, c'est pas ce jour-là que vous allez demander une augmentation de salaire ou aller à un entretien d'embauche. Donc quand l'humeur est dépressive, on augmente les évitements. Inversement, un patient qui évite, plus il évite, plus il va commencer potentiellement à créer de la dépression. Quelqu'un qui évite massacre son autonomie. Quelqu'un qui n'est pas autonome, bien évidemment, il a recours à des évitements. Donc les trois facettes en haut de l'image ne vont faire que se renforcer. Donc il y a un problème de dépression, il y a un problème d'évitement. Quelqu'un qui a des traumatismes, bien évidemment, il ne peut pas être très autonome.
Quelqu'un qui a des traumatismes, c'est la grande flèche en diagonale, va forcément, dans la majorité des cas, avoir un fond dépressif ou une dépression très installée. Donc il va falloir soigner la dépression plus les traumas. Quelqu'un qui a des troubles anxieux peut avoir une partie de ces troubles anxieux qui est créée de toutes pièces ou renforcée par des carences affectives ou par des traumas ou par du harcèlement scolaire ou par de la dévalorisation. Quelqu'un qui a subi des carences affectives peut avoir un trouble dépressif. Trouble dépressif qui va résister aux médicaments parce que le problème derrière, c'est la difficulté, c'est les carences d'attachement quand il était gamin. Donc en gros, ces flèches rouges, vous voyez, elles vont dans tous les sens, et je suis sûr que j'en ai oublié parce que j'ai fait ça assez rapidement. Je pense qu'il y a une flèche qui va de carence affective vers autonomie, mais comme de carence affective à évitement, et un peu dans tous les sens, ça peut aller un peu partout. Ça, on l'a mis en format image, on le mettra dans la discussion après en JPEG. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand votre patient il arrive avec un problème d'estime de soi, il est possible qu'il y ait tout ça à vérifier. Il peut y avoir que de l'humeur, il peut y avoir 60% d'humeur, 10% d'évitement, il peut y avoir 30% d'humeur, 40% de carence affective, 30% d'autonomie, et il peut y avoir tous ces machins qui se croisent. Donc en fait, un problème d'estime de soi, c'est un millefeuille. Et chacune de ces composantes, il va falloir qu'on les travaille, sauf qu'on ne peut pas le savoir au premier rendez-vous. Donc il va falloir qu'on discute beaucoup, il va falloir qu'on demande avec la personne quels sont les déclencheurs. Est-ce que son estime de soi, sa mauvaise estime de soi est permanente? Est-ce qu'elle est intermittente? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus dures que d'autres? Sur quoi elle rumine? Sur quoi elle va avoir des émotions de tristesse ou d'échec? Il va falloir bosser tout ça. Donc on est d'accord quand même que juste après un rendez-vous, c'est quand même extrêmement risqué pour le praticien de pouvoir se dire oui, je sais exactement maintenant ce qu'il va falloir travailler. Bah, sans vouloir tailler les collègues, mais je vais être obligé de tailler les collègues parce qu'on est quand même ici face à des gens qui font confiance à ce que tu dis sur le NeuroLive. Quelqu'un qui débarque chez un thérapeute pour un problème d'estime de soi et vous catapulte directement en sophrologie ou en un truc comme ça s'appelle du foutage de gueule. Parce qu'il faut quand même qu'on pose un diagnostic. T'as les jambes qui gonflent, jambes qui gonflent, vous, m'acupuncture, mais c'est quoi? C'est une phlébite, c'est un cancer, c'est quoi? Il faut quand même qu'on mette un diagnostic. Ouais. Quand t'as mal à la gorge, ça peut être autant une angine qu'un cancer. Donc pour moi, l'étape numéro 1, c'est le diagnostic. Et souvent, en thérapie, tu peux très bien avoir la quasi-certitude que tu es sur un problème d'humeur, et puis au bout d'un an, il s'est strictement rien passé. Parce qu'en fait, il y a un problème de carence affective. Et moi, je me rappelle d'une patiente, elle vient avec son problème d'estime de soi, je lui dis bon, c'est un problème d'évitement, on travaille sur les évitements, ça n'avance pas. On travaille sur les troubles anxieux, ça n'avance pas. Enfin, entendons-nous, elle a une vie qui est plus simple, mais elle reste dépendante affective avec une mauvaise image d'elle-même. On commence à travailler sur le problème d'autonomie, ça n'avance pas. Il s'est avéré, au bout d'un moment, j'ai testé une autre hypothèse, à savoir la thérapie des schémas, qu'on avait des problèmes de carence affective. Et donc on tourne en rond. Et ça, malheureusement, c'est ni sa faute à elle, ni la faute de qui que ce soit. C'est que si c'est un millefeuille, tant que tu n'as pas invalidé une hypothèse, tu ne peux pas savoir si la deuxième est bonne. Donc, très honnêtement, est-ce qu'on part forcément en TCC ou en EMDR ou en thérapie des schémas ou quoi que ce soit? Je n'en sais strictement rien. Ça, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est dans le jargon, c'est très basique. Après, j'ai envie de te dire, la majorité des patients, souvent, ils sont là. Chez des enfants et des adolescents, on est très très souvent ici ou ici. Mais bon, en même temps, un gamin qui est phobique social, ce serait quand même un peu étrange qu'on ne voit pas qu'il est phobique social. Donc ça, il faut un peu aller les chercher, mais c'est souvent le gros classique. Ça, c'est évident, et ça va être après. Et ces machins-là, il faut qu'on s'en méfie comme de la peste. Humeur, carence abandonnique et trauma, on s'en méfie comme de la peste. Mais moi, j'ai été habitué, très souvent, à dire à des patients, tant que vous n'avez pas 2 à 3 mois de médicaments dans le sang, désolé, on ne commence pas une thérapie. Parce que j'ai vu tellement de patients chez qui l'humeur modifiait l'estime de soi, que j'ai appris à me méfier. Et entendons-nous, le médicament ne crée pas une estime de soi artificielle. Ok, c'est pas de la cocaïne. C'est que la dépression, quand elle disparaît, la personne récupère l'estime de soi qu'elle devrait avoir. Alors du coup, est-ce qu'il faudrait pas commencer par, mais alors, on peut poser. Alors est-ce qu'il faudrait pas commencer par humeur, carence affective, et puis troubles anxieux et autres. On va dire. Je suis pas habitué à faire des trucs filles. Pour ça, j'avais fait un terme littéraire et tout. J'ai pas écouté ta question. Pardon. Est-ce qu'il faudrait pas commencer par regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'humeur, troubles anxieux, et puis au niveau des carences affectives, ou en tout cas de l'affect, pour savoir si déjà ça c'est bon, et puis après aller creuser peut-être les autres. Ça dépend quelle est la demande. Est-ce que les gens viennent vraiment, alors peut-être que dans ta pratique, avec les enfants, je pense qu'on a souvent des parents qui débarquent en disant voilà, mon gamin il a un problème de confiance en soi. Quand tu as des adolescents et des adultes, souvent ils viennent pour mon gamin il a une phobie sociale, ma fille a des troubles alimentaires type anorexie, boulimie, je viens parce que j'en suis à ma 3e dépression avec des pensées suicidaires. Là, ok, là c'est une évidence que tu vas partir dans les troubles anxieux, les troubles alimentaires et le trouble de l'humeur. Mais souvent c'est un peu vicieux parce que le trouble de l'humeur, une dysthymie, c'est pas une dépression.
vraiment installé. Mm. C'est que la personne, elle est un peu vasouillarde, mais elle n'est pas non plus super déprimée. C'est un entre-deux. Et cette dysthymie, la personne ne va pas dire je suis déprimé. La personne va dire j'ai une mauvaise estime de moi-même, j'ai tendance à me saboter. Si tu comprends pas que c'est potentiellement une dysthymie, tu passes à côté. Et le problème aussi, à nouveau, mais ça on pourrait en parler pendant des heures, c'est que cette humeur, c'est pas forcément une dépression classique. La dépression, en plus la dépression c'est comme le problème de l'estime de soi, c'est que la dépression c'est un carré et il y a 1000 choses autour de la dépression. Tu peux faire une dépression parce que tu viens d'enterrer quelqu'un, tu peux faire une dépression parce que tu as perdu ton boulot, tu peux faire une dépression parce que ta vie n'est pas en accord avec tes objectifs de vie. Tu es comptable, tu voulais être pompier. Tu peux faire une dépression parce que tu as un problème de thyroïde, tu peux faire une dépression parce que tu as des apnées du sommeil, tu peux faire une dépression parce que tu es bipolaire, potentiellement aggravé sous antidépresseurs, tu peux faire une dépression parce que tu as été traumatisé quand tu étais gamin, et au milieu, comment tu fais ? Et c'est pour ça, en fait, si tu préfères, on va redire la même chose que pendant le... J'adore faire ça. Suivez mon regard. On va faire exactement, on va dire la même chose que lors du dernier Neurolive sur l'anxiété sociale. La base de tout, c'est le diagnostic. On manipule des concepts dans le Neurolive, l'estime de soi. Mais il y a quand même un diagnostic derrière. On parlait de la phobie scolaire. La phobie scolaire, ça ne veut strictement rien dire. Donc il faut un bon diagnostic. Oui. Il faut un très bon diagnostic. Il faut un très très bon diagnostic. Et parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. On s'est fait une petite tisane. Parfois, il faut un petit peu de temps. Il est très sympa ton pour pouvoir. Tu perds toute crédibilité avec ça. Oh là là, mais déjà, alors le précédent Neurolive, j'avais un serpent en peluche sur. J'ai pris Harry Potter. Ça n'intéresse strictement pas les gens, mais ça bouffe du temps. Voilà. Non, si, ça va, c'est intéressant. Parfois, ça prend un petit peu de temps de pouvoir poser un bon diagnostic. Oui, tout à fait. Il faut comprendre ça. Ou c'est comme, alors tu vois, par exemple, moi ça me fait penser en fait à certains parents qui vont dire, mais moi je comprends pas, pourtant en fait, on est là, on le félicite, on le soutient, on lui achète tout ce qu'il a envie. Pourquoi du coup en fait il est pas plus motivé que ça? Pourquoi en fait il sourit jamais? Et du coup en fait parfois, mais alors, du coup, donc c'est-à-dire qu'au niveau carence affective, il n'y a aucun problème de la part des parents. Les parents en tout cas donnent ce qu'il faut, de la part des parents, il a tous les compliments et tout qu'il doit avoir. Mais je sais pas, par exemple, peut-être que du coup, pour lui, comme la plupart des enfants, son monde, c'est l'école. C'est ce qui se passe à l'école. C'est quelle image, en fait, il renvoie aux autres élèves. C'est les frères et sœurs aussi. Tu as des patients chez qui les carences affectives ont été créées par les frères et sœurs, pas par les parents. Alors, même si, par exemple, même là, en fait, tout va très bien. Imaginons qu'en fait, tout va très bien, mais tel enfant... Il faut aller investiguer l'école, en effet. Et, ouais, investiguer l'école, ou je sais pas, il est tombé amoureux, en fait, d'une personne, et la personne l'a envoyé balader. Du coup ça le plombe et en fait il va se dire ça va le plomber temporairement. Ça peut pas jouer sur en fait si tu préfères ça c'est un grand débat, c'est la place du trauma en pathologie. Le cerveau c'est un estomac, ça digère tout. Donc si tu digères pas un décès, tu digères pas une rupture amoureuse, c'est que ton cerveau il n'a pas envie de digérer. Donc soit là tout de suite il n'est pas capable de le digérer parce que là tout de suite il a un problème, soit il n'arrive pas à le digérer parce que ça rentre en résonance avec quelque chose qui est beaucoup plus ancien et qui va raviver. Et ça, c'est par exemple ce qui est très intéressant en thérapie EMDR, c'est pourquoi un patient subitement, au pif, il fait une attaque de panique dans un avion. J'en parlais ce midi avec une copine qui travaille beaucoup dans les attaques de panique, elle a dit c'est bizarre, il y a des gens, ils vont développer subitement une attaque de panique en avion alors qu'il ne s'est strictement rien passé. 3 mois avant, ils ont enterré leur grand-père. Quel rapport entre le décès du grand-père et l'attaque de panique? Le cerveau, il s'est pris une claque et il va exploser dans le cadre d'une attaque de panique, mais comme il aurait pu exploser autrement. Oui. Après, est-ce qu'il explose parce que l'avion il tanguait un peu trop, ou est-ce qu'il explose parce que ce deuil est la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'un autre problème beaucoup plus ancien? Ça, c'est l'approche EMDR qui est super intéressante. Mais l'approche EMDR dans mon petit PowerPoint, elle est extrêmement précise. Les gens ils ont perdu 3/10 à chaque œil. L'approche EMDR, elle est ici. Elle est trauma. Elle est ici. Moi, là, ici, je ferais de la TCC. Ici, je ferais de la TCC. Ici, je ferais de la TCC et ou médicaments. Pourquoi pas de la pleine conscience aussi. Ici, bien évidemment, c'est de la TCC. Ici, c'est EMDR. Et ici, pour moi, c'est de la thérapie des schémas. Donc, si tu regardes bien, tu as déjà au moins 4 ou 5 diplômes de psychothérapeute pour pouvoir gérer un problème d'estime de soi. C'est pour ça que tu as 250 bouquins de développement personnel à la FNAC sur l'estime de soi. Et potentiellement, il y en a 250 qui ne servent à rien. Parce que chacun nous vend souvent des petites conneries qui sont de l'ordre de là, ou de l'ordre de là, ou le Miracle Morning, ou je sais pas, ça n'a pas de sens, parce que moi, après, si les gens s'y retrouvent, tant mieux,
Mais après, le problème, c'est qu'on est en psychiatrie, quoi. Et peut-être que le problème d'estime de soi en psychiatrie, c'est pas le problème d'estime de soi du commun des mortels Alors qui après, à achètent ce les moment-là, données ça pour le personnelles. coup, c'est possible que les gens se fourvoient. Ça, c'est possible. Comme tu l'avais dit au début, c'est qu'en gros, parce que tu as dit Miracle Morning, en gros, en fait, on pense que bah, en fait, ça va beaucoup mieux, ouais, j'ai regagné un petit peu plus confiance en moi-même, j'ose prendre la parole devant ci, devant. Bref. Euh, c'est possible, en fait, tu sais, du coup, de se fourvoyer, de se dire, ouais, non, Ouais. ça va mieux, mais ça ne résout pas tout. Ouais, Ça tout ne à veut pas fait. dire que dans le fond, ça va beaucoup mieux tout l'estime de soi, mais est-ce qu'on peut, je sais pas moi, est-ce qu'on peut vivre en fait finalement comme ça, toute sa vie en fait en se disant, non, non, ça va beaucoup mieux. Je suis pas sûr. Après, si les Ouais, gens mais- sont dans le déni, de toute façon, on les recevra pas. Donc, statistiquement, c'est Oui. impossible de te répondre. c'est pas ça. Anne-Laure, oui, je fais ton taf de Comment, modérateur là. non, 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 mais d'ailleurs c'est une très très bonne question. Comment quand on est dans l'évitement de ces problèmes, savoir qu'on souffre de dépression? Alors, ça me paraît compliqué d'être déprimé et de ne pas le savoir. Parce que quand on est déprimé, on est triste, on n'a pas d'énergie, on n'a envie de rien, on a envie de s'isoler, on croit plus en soi, on mange plus ou on mange moins, on dort plus ou on dort moins. Il y a quand même une myriade de symptômes qui commencent vraiment à plomber la personne. Donc ce serait un peu étonnant d'être déprimé et de ne pas le voir. Après, il y a ce concept de dépression masquée. Mais la dépression masquée, on a des douleurs physiques, on est plus irritable, on a des troubles du sommeil, donc il y a aussi une ribambelle de symptômes. Les gens qui vont faire subitement un burn-out, ils vont exploser d'un seul coup en dépression, mais ils vont avoir pendant des mois et des mois le surmenage qui va commencer à arriver, avec de la fatigue physique, l'irritabilité, l'anxiété qui va monter. Donc ça me paraît difficile de ne pas repérer qu'on serait en dépression. Après, est-ce que j'ai bien compris la question? Comment, quand on est dans l'évitement de ces problèmes, savoir qu'on serait... Alors après, il y a des gens qui sont dans le déni, bien évidemment. Les gens qui sont dans le déni ne viendront pas consulter, et les gens qui sont dans le déni dans vos familles, vous pouvez essayer de les séquestrer pendant 20 ans pour les avoir à l'usure. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. J'ai une patiente qui me parlait de ça. Je fais 10 ou 15 ans qu'elle essaye de faire en sorte que son frère toxicomane se prenne en charge. Mais ça fait 10 ou 15 ans que ça ne marche pas. Et moi je lui dis, le problème petit 1 ça marche pas, et petit 2 ça pourrit vos relations. Ça peut être un peu étrange, mais je pense que chacun est responsable de sa vie. Et on ne peut pas martyriser quelqu'un, même avec la meilleure intention, pour qu'il arrête de fumer, ou pour qu'il arrête d'être déprimé, ou pour qu'il arrête d'être alcoolique. Parce que je pense justement qu'en en parlant systématiquement, on renvoie la personne au fait qu'elle est malade, donc on attaque son estime personnelle, et la personne, finalement, on va compenser son estime personnelle en faisant exprès de te dire non. Mais moi, je suis plutôt partisan qu'on n'ait plus de conversation sur ça, et qu'on reprenne une vie normale, et peut-être qu'en reprenant une vie normale, la personne d'un moment aura un petit peu plus envie de consulter. C'est ça le problème des gens qui dénient. Enfin, c'est ça aussi qui est compliqué finalement dans la prise en charge avec l'adulte, c'est que le praticien se rend bien compte que c'est le patient lui-même en fait qui décide. Est-ce que déjà en fait il est réceptif ou pas à la prise en charge, est-ce qu'il a envie de continuer ou pas, est-ce qu'il applique ou pas ce que le praticien suggère, conseille. Et puis les gens sont libres, hein. Dans le cadre du code de déontologie, les gens sont libres absolument de faire ce qu'ils entendent. Ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on parle ou pas un petit peu, parce que là pour le coup la question est extrêmement intéressante, parce que donc on parle de dépression, et du coup qui dit dépression on peut dire aussi éventuellement traitement médicamenteux. Est-ce qu'on peut du coup associer traitement médicamenteux et puis estime de soi? Ce serait une question intéressante à poser à un psychiatre, puisque étant psychologue je ne suis pas censé répondre à ces questions. T'es psychologue? Je suis psychologue. Maintenant, en tant que psychologue, quand je vois ce que les patients ramènent avec les médicaments, si ils ramènent un problème d'estime de soi alors qu'ils sont sous médicament, c'est que soit le médicament ne fait pas effet, ça veut dire que la pathologie qui est soignée par le médicament n'est pas une pathologie qui répond à ces médicaments, ou alors simplement le médicament fait effet sur la dépression ou sur l'anxiété, mais c'est un problème de carence affective ou d'autonomie ou de trauma. Donc du coup, mais c'est un très bon indicateur le traitement. Hein. Parfois tu donnes un traitement juste pour voir, pour valider une hypothèse, ça c'est hyper intéressant. Pour les gamins qui sont TDAH, la Ritaline c'est qui tout double de toute façon. Soit ça cartonne, soit ça les aggrave. Si ça les aggrave, je ne sais pas de ton expérience, mais de la mienne, un enfant qui est aggravé sous Ritaline, c'est le magnifique indicateur qu'il a une bipolarité qui est en train de s'installer. On en avait parlé la dernière fois. Est-ce que les gens ont d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore un mug à terminer. Il est quelle heure d'ailleurs? Écoute, il est 20h51. On a quoi réservé le restaurant pour 21h15, vous avez encore 20 minutes devant vous. Nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles, on attend.
On attend les questions. Ça va toi sinon? Ça va plutôt. Ça va, c'était Ouais, cool, la ça va. journée. Ça s'est plutôt bien passé. On profitait, il fait beau. Ouais, Il fait beau. Un petit peu frais à Paris, mais bon, ensoleillé. Et justement, le soleil amène un petit peu de joie. Bah ouais. Ah oui, forcément. Et toi? Oui, ça va. Ça s'est bien passé Ouais. aussi? Bon, tant mieux. Imhotep. 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 Bientôt le week-end. Et oui, bientôt le week-end. Forcément. T'as vu, j'ai imposté un Miro derrière. Je suis allé à l'Expo Miro. Alors, je sais pas si les gens vont aller voir l'Expo Miro. C'est une Ils super voient. expo, l'Expo Miro. Ah, on a une question. Oui, Oui, eh ben, oui, dis oui, donc, parce on que a ça le finit avec bébé, hein. un point L'impact de d'interrogation. soi dans les évaluations cognitives. L'impact de l'estime de soi dans les évaluations cognitives. Alors, je suis Très, une très quiche intéressant. totale en évaluation et en questionnaire. Ça me plaisait pas quand j'étais à la fac, je n'en fais jamais. Moi, je fais de la thérapie, je fais pas de l'évaluation. Donc ça, c'est une question pour toi. Alors, du coup, moi, en fait, comment ça se passe et tout en évaluation? Normalement, l'évaluation, ça comprend toujours le premier rendez-vous, du coup, l'entretien d'anamnèse. Ça permet de pouvoir rencontrer la personne au moins avant cette étape d'évaluation de bilan. Généralement, lorsqu'il s'agit d'adolescents, je reçois toujours l'adolescent seul avant de recevoir les parents. Je préfère, comme ça instaure en fait une meilleure relation de confiance avec le patient qui va effectuer donc l'évaluation. Et puis après, du coup, de moi-même, en fait, je peux voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à l'estime de soi. Est-ce qu'il va avoir tendance à se dévaloriser ou pas? De toute façon, il faudra finir un petit peu avec elle. Ça va être Il obligé. faut aussi qu'elle passe en On live. n'explique pas aux gens ce qui se passe. Non, mais non, il non, se passe non. quelque chose. Il se passe quelque chose. Le huitième Ça permet passager. du coup en fait au praticien de pouvoir voir déjà de lui-même comment le patient se présente. Ensuite, pendant le bilan, si par exemple on voit que au niveau de l'estime de soi, on est chuté, que du coup en fait par exemple, je sais pas moi, le patient se met énormément la pression. La plupart du temps, là du coup je parle vraiment de mon expérience, en situation d'évaluation, on pourra voir soit quelqu'un en fait qui va pas du tout chercher à aller loin, et du coup à ce moment-là ça ne sert à rien, ça va biaiser l'évaluation, ou alors on va voir une énorme fatigabilité. Et ça du coup ça c'est pareil. Quelque chose par exemple qui devait se faire en une séance, en 1 heure, si on voit au bout de 30 minutes que le patient est totalement KO, pas parce que c'était difficile, mais c'est parce que de toute façon de lui-même, il n'est pas dans les meilleures conditions pour pouvoir effectuer l'évaluation, normalement le praticien va arrêter, va essayer d'expliquer les choses sans forcément du coup le faire encore plus plomber, parce que si le message après quand on transmet au patient c'est ah bah tu vois même ça en fait t'étais pas capable de le faire alors que c'était pas noté, c'est pas bon non plus. On va trouver une excuse, on arrête le bilan et puis après du coup on le refera, on pourra le continuer une prochaine fois. Mais moi je trouve que du coup au niveau l'impact de l'estime de soi dans les évaluations cognitives, de toute façon si en fait on a une faible estime de soi, ça sert à rien de faire une évaluation cognitive. Après, je pense, toi, en tant que thérapeute, en tant qu'évaluateur, pardon, un gamin qui a une faible estime de lui-même, je pense qu'il va systématiquement regarder l'exercice, regarder l'exercice, il va chercher ton autorisation, approbation, réassurance, il va avoir besoin de soutien, il va être un peu hésitant sur les cubes de Causse, le labyrinthe et compagnie. Tant que ça, comment dire, ça, justement, ça ne joue pas trop sur les performances du patient. Ok, on le note, on dit bon bah voilà, mais c'est marrant parce que du coup pour chaque question en fait il cherchait l'approbation et tout de l'examinateur. Par contre parfois en fait ça peut arriver que vraiment en fait il ne peut rien faire, on peut rien attendre en fait du patient parce qu'il est vraiment pas dans les meilleures Mais conditions. ça, il est déprimé ou il est anxieux ou c'est vraiment l'estime de soi? L'estime de soi, il y a une notion de je ne suis pas capable. La dépression, c'est tu sens vraiment que le cerveau il n'a pas envie de travailler. C'est plus les deux, hein. L'anxiété, il y a la notion de danger. C'est que je vais foirer, ça va être grave. Donc il va plutôt être sténique, il va plutôt être tendu. Dépression, estime de soi. Ouais, d'accord. La plupart du temps, en tout cas, ce que je peux voir, c'est dépression, estime de soi. Anxiété, c'est tu vas le voir, mais ça va être première épreuve. Maximum les 2 premières épreuves. Ouais, c'est forcément tout. Du coup, il est un petit peu anxieux, il sait pas trop tout comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va attendre de lui. Après, très honnêtement, pour répondre à Adrien, je suis pas sûr qu'il faille passer par une évaluation cognitive pour évaluer l'estime de soi. C'est plus simple de demander est-ce que tu as une bonne estime de toi, est-ce que tu te fais confiance, est-ce que tu as tendance à te dévaloriser, et je pense qu'en 4-5 questions, on aura la réponse. Donc l'estime de soi peut peut-être flinguer les résultats des évaluations cognitives, Ouais. mais je pense pas qu'il faille passer par une évaluation cognitive pour pouvoir investiguer la réalité. En plus, c'est ce que les gens disent spontanément en entretien, même qu'on pose pas la question. Bon, on le voit, mais d'où du coup l'importance vraiment
du premier entretien. L'entretien d'anamnèse, c'est extrêmement important. T'as bouffé Enfin, le c'est dernier essentiel. Pimps. Et tu me l'avais laissé de mon côté. Il a mangé le dernier Pimps. Tu me l'avais laissé de mon côté. Euh, et ça, par exemple, typiquement aussi, il y a certains parents qui vont dire ouais, mais c'est bon et tout, l'entretien a déjà été fait. En gros, ouais, moi je veux juste un bilan. Ouais, mais moi, si je connais pas l'enfant, c'est compliqué après derrière de pouvoir savoir comment interagir avec l'enfant en situation d'évaluation. Les situations d'évaluation, on ne peut pas non plus en proposer 15 000. Bien sûr. Donc, c'est bien de pouvoir faire d'abord un premier entretien. On voit un petit peu ce qu'il en est par rapport au profil de l'enfant. Et après, on saura aussi comment faire pour le bilan. Exemple, par exemple, c'est déjà arrivé. Nous, pour la batterie test, le WISC, donc qui évalue l'efficience intellectuelle, en gros, l'enfant ne devait pas savoir qu'il passait le WISC. Parce qu'il y avait un contexte familial qui faisait que ça pouvait être anxiogène, justement. Bah, il a fallu mettre des feuilles blanches sur tous les cahiers de passation, les livrets de passation, les cubes, partout, pour que l'enfant ne sache pas qu'il est en train de passer un WISC. Bah, ça, heureusement, parce que du coup, on a fait l'entretien d'anamnèse, qu'on a su ça. Sinon, Ouais. voilà. Merci pour ta question, Adrien. Bah, parce que demain, il va faire beau aussi, je pense, apparemment. Ouais, mais c'est prévu d'après ce que j'ai vu. Ah. Sur... Alors, le manque d'estime de soi est souvent affiché plus. Affiché Déjà, plus. donc Alors, j'affiche c'est plus. hyper intéressant quand on affiche plus. Ah oui. Alors, le manque d'estime de soi est souvent observé lors des échanges avec des personnes en situation de précarité. Quelle est la démarche la plus appropriée? Une orientation quasi systématique vers le psy, un accompagnement du formateur, entre parenthèses valorisation de soi, participation à un collectif, 3 petits points. Alors Laurence, vous l'avez dit, la réponse est dans la question. Une personne qui est en situation de précarité, je pense que tant qu'on n'a pas réglé le problème de précarité, on ne peut pas avancer. Parce que là, on est dans le réel. Et le réel, tant que vous n'avez pas modifié le réel, vous ne pourrez pas modifier ce qui se passe dans la tête. Quelqu'un qui est au chômage, quelqu'un qui a des dettes, quelqu'un qui est obligé de dormir chez un pote et encore un autre pote parce qu'il n'a toujours pas d'appart, quelqu'un qui enchaîne les CDD, une femme qui se fait tabasser, quelqu'un qui en a retiré les enfants. Tant que le réel n'a pas été modifié, enfin vous pouvez faire une thérapie, mais le problème c'est que la thérapie elle va s'écraser sur le fait que cette personne est en situation de précarité. Et on le voit avec ce qu'ils appellent c'est un mot qui est imprononçable, asphaltisation, le fait que quand les SDF restent longtemps dans la rue, ils sont absorbés par l'asphalte, et il y a un processus comme ça de désintégration totale de l'estime de soi. Tant qu'ils seront dans la rue, on ne pourra pas travailler sur ça. Il y avait eu cette vidéo dans YouTube il y a quelques années où il y avait une association qui proposait à des SDF simplement de les coiffer et de les raser. Et les mecs, quand ils sortaient de la douche, ils étaient coiffés et ils étaient rasés et ils étaient habillés en costard, les mecs ils pleuraient de se retrouver avec une image décente d'eux-mêmes. Mais leur image dans le miroir, elle détruira tout. Donc je pense que tant qu'on n'est pas sorti de la précarité, c'est même pas la peine de commencer une thérapie. Clairement pas. Clairement pas. On le voit de toute façon avec certains chômeurs, quand tu commences à être chômeur depuis très longue date, tu t'effondres direct. Hein. On peut pas se lever le matin sans avoir un objectif. Il faut déjà, je pense, avoir une action sociale avant d'avoir une action psy. En tout cas, merci Laurence pour